la façon dont ils traitent aussi bien les êtres humains que les biens. Ce que vous voyez maintenant, c'est le génocide. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées, les enfants tués. Je pense que c'est le génocide. Notre délégation s'est rencontrée en Turquie. C'était les ministres des Affaires étrangères qui se sont retrouvés. Ça n'a pas fonctionné. On sait bien pourquoi. Je vous dirais que plus la Fédération de Russie va traîner avec les rencontres, ce sera pire pour eux et pour cette guerre, puisque chaque jour, lorsque nos forces entrent dans les villes, les libèrent, ils découvrent ce que vous voyez. C'est très difficile d'en parler. C'est très difficile de s'exprimer lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait. Chaque jour, nous savons que les gens sont dans les tonneaux, dans les caves, étranglés, tués, torturés. Donc, il faut réfléchir et réfléchir vite. Pourquoi vous avez invité Angela Merkel de venir ici? Parce que je pense qu'elle a parfaitement bien entendu mon signal. Je me suis adressée à tous les leaders, à elle, au président Sarkozy, qui avait pris des décisions importantes, ou en tout cas étaient sous l'influence de la Fédération de Russie et d'autres leaders, mais c'est surtout sous l'influence de la Fédération de Russie et de l'establishment intérieur lorsqu'il prenait la décision concernant l'Ukraine. Toute cette histoire, l'insinuation sur la porte ouverte à l'OTAN, lorsque nous savions que la plupart des pays membres de l'OTAN acceptaient l'Ukraine au sein de l'Alliance, à l'époque, à Bucarest, en 2008, et nous savons très bien qui et quels étaient les leaders qui ont empêché l'entrée de l'Ukraine. Comment dit-on leader? Oui, les pays leaders. Comment dit-on en russe? Pays leaders. Et donc, c'est eux qui ont pris cette décision pour ne pas prendre l'Ukraine au sein de l'OTAN. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est un jeu de dupes face à la Fédération de Russie, afin de lui donner la possibilité de se renforcer et de sentir qui peut influencer les opinions de l'opinion internationale. Je pense que maintenant, ces leaders devraient venir ici pour qu'ils voient en quoi se transforme ce jeu de dupes avec la Fédération de Russie. Je considère que dans tous les cas, il y aura la paix en Ukraine. L'Ukraine ne peut pas vivre en état de guerre puisque nous faisons partie de l'Europe, puisque nous sommes au XXIe siècle. Nous aspirons à la paix, nous le méritons. Nous sommes dignes de la paix. Notre peuple l'a montré, nos forces armées l'ont prouvé. Donc la paix doit venir chez nous. La paix ne peut pas être sans la victoire. Et la victoire peut être sur le front diplomatique, mais aussi en parallèle avec les actions de notre armée. L'armée le prouve tous les jours, mais nous ne voulons pas perdre des millions de personnes. Ce n'est pas simple, donc il faut maintenir le dialogue. Je pense que nous ne pouvons même pas considérer la possibilité de dire que quelque chose va manquer. Voilà, le président Volodymyr Zelensky qui s'est rendu à Boutcha, sur la zone de Boutcha dont on vous parle depuis ce week-end, cette zone où l'on a découvert les corps de dizaines de civils manifestement exécutés. La Russie assure qu'elle n'est pour rien dans cette affaire, dénonce un coup monté. On va en parler longuement, évidemment, tout au long de cette émission. Le président qui est donc allé se rendre compte sur place. On peut évidemment se poser la question de la sécurité. Général Perruche, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Et Sébastien Maillard est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, spécialiste en affaires européennes. Une première question générale. On n'a pas l'information, mais comment être sûr qu'il n'y a plus de snipers, qu'il n'y a plus de soldats russes isolés dans cette zone ?
Écoutez, on ne peut pas en être sûr. Seuls les Ukrainiens peuvent le vérifier. Oui. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet, mais c'est toujours un risque que l'adversaire ait laissé en arrière des gens pour perturber le retour de la partie adverse dans sa ville ou dans son village. Alors Sébastien Maillard, il parle de génocide. Le président Zelensky va parler d'ailleurs de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. On va faire le détail, savoir évidemment si un jour l'administration Poutine, voire Vladimir Poutine lui-même, pourrait être inculpé de cela. Il a déjà dit, Volodymyr Zelensky, il n'y aura pas de paix sans victoire. Oui, il souhaite bien sûr la victoire de son pays. Mais ce massacre, ce nouveau degré d'horreur à Boutcha, bien sûr, interpelle aussi les Européens, qui ont eux-mêmes, parfois, certains dirigeants employé ces mêmes termes de génocide ou de crime de guerre. Ça reste encore à caractériser. Et ça met bien sûr une nouvelle pression sur les 27, sur leur riposte, qui peuvent pour aider effectivement cette victoire ukrainienne. Et on voit la nouvelle question se poser sur le fameux embargo sur les hydrocarbures. Est-ce que les Européens sont prêts ou non à franchir un nouveau pas dans la riposte? Alors on peut se poser la question, puisque ce matin le candidat Emmanuel Macron parlait de nouveaux trains de sanctions. Catherine Gentil qui nous a rejoint. Bonjour Catherine. C'est frappant de voir les images de ce président, tête nue d'ailleurs, dans cette zone de Boutcha où on a découvert l'horreur absolue ce week-end. C'est un président qui n'a jamais hésité à aller au front, sans mauvais jeu de mots, à s'exprimer pour toute la communauté internationale et à porter son peuple. Il a un rôle depuis le début de cette guerre qui est vraiment extraordinaire pour effectivement son peuple. On a eu tellement de témoignages de gens d'Ukrainiens disant « moi je n'avais pas voté pour lui, je le prenais pour un clown ». N'ayant pas la carrure, etc. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pour rien au monde avoir un autre président. Et puis vis-à-vis de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il appuie là où ça fait mal. Il met la communauté internationale à chaque fois face à ses responsabilités. Maintenant, il interroge Angela Merkel, Nicolas Sarkozy sur le fait qu'il n'ait pas voulu de l'Ukraine dans l'OTAN en 2008. C'est-à-dire qu'il est à la fois actif sur le présent et sur le futur. D'autant que concernant les crimes de guerre, vous savez qu'il n'y a pas d'immunité. C'est-à-dire que même si on est président, en l'occurrence Vladimir Poutine, si on considère qu'il est responsable des massacres à un titre ou à un autre, on ne peut jamais faire jouer son immunité de président. Donc il interroge l'avenir, il met déjà des jalons sur l'avenir. Et aujourd'hui, il dit à la communauté internationale, qu'allez-vous faire par rapport à ces massacres? La communauté internationale qui n'est pas que, et on le dit souvent, les pays de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et puis les pays de l'Union européenne pour faire court. Il y a d'autres pays qui se prononcent soit en faveur de la Russie, soit qui ne se prononcent pas. Je pense à l'Inde, par exemple. On a parlé aussi des pays d'Afrique. La Chine, bien sûr. Oui, et la Chine, évidemment, en premier lieu. Est-ce qu'à un moment, après, on voit ce massacre abominable qui a eu lieu à Boutcha, et il y en a certainement eu d'autres ailleurs, on pourra en reparler aussi, à un moment, ces pays-là ne vont-ils pas devoir, enfin, j'allais dire, prendre parti clairement? Pas forcément, parce que les enjeux sont tellement énormes pour les pays en question que, évidemment, ils vont peut-être avoir un petit mouvement pour dire que c'est dramatique, mais qu'il faut attendre sûrement la fin de l'enquête. Ils vont peut-être essayer de gagner du temps, justement, en disant attendons de voir, recueillons toutes les preuves. Et puis, c'est pas parce qu'une unité militaire s'est comportée vraiment de manière inadmissible, sauvage et féroce à Boutcha que ça veut dire que toute la Russie est responsable du drame. Vous voyez, il y a tellement de moyens, finalement, de minimiser les choses ou de dire qu'effectivement, on est choqué, mais sans prendre de mesures concrètes. Parce que demande Volodymyr Zelensky? Ce sont des mesures concrètes. Et les pays dont vous parlez ont trop d'intérêts économiques et politiques pour l'instant avec la Russie de Vladimir Poutine pour s'engager résolument sur le même chemin que les Occidentaux. Oui. Sébastien Maillard. D'une part, oui, la Russie sait flatter le sentiment anti-occidental, notamment dans des pays qui ont eu des rapports, soit dans ses colonies ou autres, des rapports, on va dire, compliqués avec l'Europe. Et puis même, vous parliez effectivement des Occidentaux, mais au sein des 27 aujourd'hui, l'unanimité reste très fragile, puisqu'on va avoir un problème, je pense, avec Viktor Orban, qui, on le voit, est prêt à payer son gaz en rouble, qui n'est pas du tout très allant sur les nouvelles sanctions. Or, on a besoin de cette unanimité.
Et lui a besoin de l'Europe aussi. Bien sûr, oui. Général. Oui, ce que dit Catherine est important. Je pense que dans une situation comme celle-là, qui n'est pas vraiment nouvelle, parce que dans toutes les guerres, on peut constater que souvent il y a ce genre de dérive. Oradour-sur-Glane, My Lai à l'époque du Vietnam. Mais il faut vérifier effectivement l'ampleur, l'échelle de ce phénomène-là, car s'il s'agit d'une faute au niveau d'une section ou d'une compagnie, c'est naturellement le lieutenant ou le capitaine qui doit être sanctionné. Si, au contraire, on retrouve ce genre de situation sur plusieurs théâtres, alors c'est la haute hiérarchie russe qui doit être sanctionnée, militaire et politique. Vous voyez. Donc, pour bien situer les responsabilités, on a vraiment besoin de cette analyse, de cette enquête, pour préciser les choses, savoir comment, avec quel type d'armes, dans quelles circonstances ces exactions ont été commises, et ensuite en déduire le niveau de responsabilité. J'entendais un observateur ce matin à la radio qui disait comment on va faire pour établir tout ça. Par exemple, on va pouvoir utiliser les images satellites pour voir à quel moment ces corps sont apparus sur les images, de quelle manière éventuellement. Tout ça, on peut le voir ? Absolument. On peut voir beaucoup de choses par les images satellites aujourd'hui, et puis on peut compléter par des examens des cadavres, des examens légistes, qui peuvent dire par quel type de munitions les gens ont été tués, dans quelles circonstances, et éventuellement d'ailleurs en déduire des trajectoires. Il y a des tas de choses. Mais même en temps de guerre, pardon, il y a des instituts médico-légaux qui sont encore debout en Ukraine et qui peuvent... ça, je l'ignore, c'est une aide que l'Europe, par exemple, peut fournir en disant nous, on va rapatrier les dépouilles. Je pense que les enquêteurs internationaux voudront faire ce type d'examen. Oui, le président du Conseil européen, Charles Michel, a dit que l'Europe allait aider à caractériser ces crimes. Alors j'imagine que ça peut être ce type de... Bien sûr. Oui, ils ont des équipes de médecins légistes, d'ailleurs, qui se rendent régulièrement dans les pays en guerre, justement, pour faire les autopsies et savoir comment les personnes ont été exécutées. Maintenant, ce que redoutent aussi les Ukrainiens et une partie de la communauté internationale, c'est que, forte de cet exemple, les troupes russes, quand elles vont évacuer certaines régions, vont faire disparaître les corps, justement, pour qu'il n'y ait plus de preuves d'atrocités commises. Donc, Boutcha sera d'autant plus importante, justement, que pour l'instant, là, on est sûr de pouvoir, justement, récupérer les dépouilles et pouvoir dire ce qui s'est passé exactement. Dans l'avenir, même si d'autres exactions ont été commises, les Russes auront peut-être l'idée, justement, de faire disparaître les corps pour qu'il ne puisse pas y avoir de poursuites internationales ultérieurement. Alors, le président Zelensky a bien compris effectivement l'urgence de la situation et la nécessité d'arriver rapidement sur cette zone-là. On va réécouter un extrait de ce qu'il a dit à l'instant. Vous l'avez entendu en direct, mais lorsqu'il qualifie justement ces scènes de crime. Ce que vous voyez maintenant, c'est le génocide. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées, les enfants tués. Je pense que c'est... Voilà, on voit l'émotion du président Zelensky. Il est important maintenant, de geler, si j'ose dire, ces scènes de crime. On a entendu que certains des corps allaient restés sur place justement le temps que les enquêteurs arrivent. Alors on a vu aussi des images de corps placés dans des fosses communes. Donc c'est vrai qu'on se pose un peu la question. On a entendu que des corps avaient peut-être été piégés, par exemple. Ça, moi, je n'ai pas eu d'informations là-dessus, mais c'est toujours des possibilités. Ça s'est fait dans d'autres guerres, en tout cas. Ce qui va être important, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de savoir combien de personnes ont été victimes de ce genre d'exaction et dans quelles circonstances. Et c'est pour ça qu'il faut que les enquêteurs puissent arriver le plus tôt possible sur les scènes, parce que c'est là qu'il y aura le maximum d'informations. Plus le temps va passer, plus effectivement, ça sera difficile d'avoir les bons indices. Manifestement, Catherine, les Russes sont partis déjà depuis plusieurs jours. Alors les Russes disent, vous voyez, on a attendu que les télés occidentales arrivent pour montrer qu'il y avait des corps, alors qu'avant, on n'avait rien dit du tout. Il y a des gens qui étaient revenus déjà depuis quelques jours. Oui, pour l'instant, c'est la ligne de défense des Russes, de dire, effectivement, nous, on est partis depuis plusieurs jours. Donc, bizarrement, c'est au moment où on a pu organiser la venue sur place des équipes de télévision, notamment occidentales, que les corps sont apparus et que donc, évidemment... L'objectif des Russes, c'est d'expliquer que c'est une manipulation des Ukrainiens et que, bien sûr, n'y sont pour rien. Alors, évidemment, on peut se référer... C'est vrai qu'il faut rester prudent, comme le disait le général Perruche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les enquêtes aillent jusqu'au bout, parce qu'on se souvient de Timișoara en Roumanie, où on avait pensé qu'il y avait eu un massacre.
ne s'agit pas là d'exonérer le régime de Ceausescu, hein, tout le monde est bien d'accord là-dessus, mais en fait, c'était les morts de la morgue de l'hôpital de Timișoara qui avaient été sortis pour que justement on fasse croire à un massacre de masse. Donc, c'est fort de ces exemples-là que justement, il faut absolument le plus vite possible documenter ce qui s'est passé à Boutcha pour qu'il n'y ait pas de contre-feu possible, pour qu'on puisse dire en étant sûr à 100%, voilà ce qui s'est passé, à quel moment et de quelle manière. Parce qu'effectivement, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les explications plus ou moins honnêtes, pour pas dire surtout malhonnêtes, pour s'exonérer de la responsabilité de ce qui s'est passé à Boutcha. Mais général, dans une guerre, quelle qu'elle soit, enfin, je veux dire, l'armée russe est une grande armée, on l'a dit, une armée puissante. On peut imaginer qu'il y ait effectivement des commandants locaux, si j'ose dire, qui prennent la décision comme ça d'aller tirer la population comme des lapins, parce que quasiment, ça a l'air d'être quasiment ça. On a vu des palissades criblées de balles, sans qu'il y ait un ordre. Sans ordre ? Ah oui, parce qu'il faut voir le niveau de stress des gens qui sont dans ce type de situation. Je parle des combattants, hein, qui voient tomber leurs camarades autour d'eux et qui ont toujours tendance, surtout quand ils sont dans un pays étranger, à considérer que la population civile est en fait l'allié des gens qui tuent leurs camarades. Et à un moment donné, ils perdent un peu les pédales. Ouais. Et à ce moment-là, c'est généralement ce qui se passe. J'ajouterai quand même un point considérant les Russes, c'est que dans la formation et l'éducation des militaires russes, les notions de respect des droits de l'homme et de respect des populations locales ne viennent pas en premier dans l'enseignement, pour dire quelque chose de diplomatique. Et donc, les Russes, de tout temps dans leur guerre, se comportent un peu comme des barbares et ne font pas dans le détail en discriminant entre les civils et les militaires. Ce qui peut expliquer d'ailleurs, vous le remarquez tout à l'heure, que les Russes n'aient pas pris soin de faire disparaître les cadavres. Oui, parce que j'allais vous dire, compte tenu de ce que disait Catherine, je dirais, c'est pas des novices en guerre, si j'ose dire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils savent bien, ces Russes, que... Alors, on peut comprendre que ce soit pour installer un climat de terreur encore plus important, et en même temps, les preuves vont s'accumuler contre eux. Donc... Parce que ça ne fait pas partie de leur formation. Ouais. Nous, en France et puis dans les pays occidentaux, la notion de respect des populations civiles, de respect de la vie, même des combattants, est quelque chose qui est au cœur de notre formation. Et il faut voir que ce n'est pas toujours très facile d'ailleurs à mettre en œuvre. Mais néanmoins, chaque soldat chez nous a reçu cet enseignement-là. Ouais. Chez les Russes, je doute fort que ça soit le cas. Hein. On voit, Sébastien Maillard, ces images donc, du président Zelensky entouré avec des hommes qui ont l'air d'être un peu sur les dents, ce qu'on peut comprendre, bien évidemment. L'image, elle est aussi faite pour... Et d'ailleurs, il s'adresse aux télés du monde entier. Elle est faite pour ça aussi. Hein. Oui, pour interpeller ses soutiens. On sait qu'il a eu la visite vendredi dernier de la présidente du Parlement européen, qui s'est adressé... Il fait le tour toujours aussi chaque semaine des parlements nationaux. Il y a eu norvégien, belge, français, italien, toujours pour appeler à l'aide. Là, on peut s'attendre à ce que les 27 décident non seulement un 5e train de sanctions, mais aussi l'envoi supplémentaire d'armes. Quand on dit des nouvelles sanctions, ça veut dire étendre la liste des personnalités ou des entités dont on gèle les avoirs, donc on interdit les déplacements. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas eu beaucoup de succès pour infléchir la voie, encore que ça peut quand même coûter cher finalement à l'économie russe. Le vrai palier, encore une fois, à franchir ou non cette semaine ou dans les jours qui viennent, c'est les hydrocarbures. Le président Macron a effectivement indiqué ce matin que peut-être qu'on passerait au pétrole et au charbon, ce qui est plus faisable que immédiatement le gaz. Et moi, je vois par exemple qu'un pays comme la Lituanie, qui dépend pour le coup très très fortement du gaz russe, a déjà pris les devants et lui a décidé de se passer du gaz russe, alors au profit du gaz liquéfié. Mais c'est peut-être déjà un début d'un signal que les Européens vont apporter dans les prochains jours. Il y a d'autres conflits sur lesquels la communauté internationale s'est moins mobilisée. On en a beaucoup parlé et il le sait très bien, le président Zelensky. Et d'ailleurs, il l'a évoqué toujours lors de cette conférence de presse d'il y a quelques instants. Écoutez. C'est important pour nous de voir que la presse soit là, les journalistes, c'est le plus important. Nous voulons que vous montriez ce qui se passait ici, ce que faisaient les militaires russes, ce que faisait la Fédération de Russie dans l'Ukraine pacifique. C'est très important pour nous, pour que vous voyez qu'il s'agit de la population civile.
Et oui, Catherine Gentil, c'est très important, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il y a eu d'autres guerres. Moi, je pense à Grozny, par exemple. On n'a pas vu d'image, ou peu d'images. La prise de conscience internationale, elle se fait moins facilement, évidemment, dans ces cas-là. C'est fondamental. Les images sont devenues maintenant un élément fondamental de tout conflit. A fortiori quand effectivement il se déroule à nos portes, pour parler de l'Occident. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une image peut faire basculer l'opinion publique et à la suite, les gouvernants, et d'ailleurs c'est ce sur quoi compte aussi Volodymyr Zelensky. D'ailleurs il l'a dit à plusieurs reprises quand il s'est adressé au Parlement notamment. Il disait mais au-delà des parlements, je m'adresse aux populations, c'est-à-dire les populations dans tous les pays où vous êtes, évidemment les Ukrainiens vivant à l'étranger, mais les ressortissants des pays en question, descendez dans la rue, faites pression sur vos gouvernants pour leur demander d'appliquer des sanctions contre la Russie. Et donc Volodymyr Zelensky, en plus qui est un ancien homme d'image, un comédien, sait très bien qu'aujourd'hui, sur ces images spécifiques de Boutcha, avec cette horreur qu'on est en train de découvrir, il sait qu'effectivement ça peut faire basculer encore plus les opinions publiques internationales pour effectivement faire pression sur les gouvernants pour que de nouveaux trains de mesures soient pris et qu'on aille plus loin dans les sanctions sur la Russie. Donc c'est effectivement très important que les journalistes puissent continuer à travailler. Vous savez, ça a été longtemps un débat aussi en disant il ne faut pas que les journalistes aillent dans les régions trop dangereuses, dans les pays en guerre. On parlait à l'époque de l'Afghanistan, de la Syrie, etc. Parce que s'ils sont pris en otage, s'ils sont tués, déjà s'ils sont pris en otage, ça oblige les armées locales de prendre des risques pour aller les chercher. Mais là, on a vraiment la preuve que c'est capital. C'est-à-dire que sans les images, sans la presse, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe. On ne peut pas, en tout cas, donner l'alerte pour qu'ensuite des enquêtes soient menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. C'est peut-être pour ça, Solène Rioux, je me tourne vers vous, vous êtes à Kiev en direct avec nous. Peut-être pour ça qu'il est venu sur place, le président Zelensky. Il n'avait pas quitté Kiev devant les caméras depuis le début du conflit, Absolument, le président Zelensky qu'on voit souvent dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux à Kiev, le président Zelensky qui veut montrer qu'il n'abandonne pas la population, qu'il reste dans la capitale ukrainienne aux côtés de tous les Ukrainiens dans cette guerre contre la Russie. Il a donc décidé de se rendre à Boutcha et pour cause, quand on voit le massacre qui a été commis là-bas, c'est vrai que le président n'avait finalement pas d'autre choix que de s'y rendre, notamment pour montrer là encore une fois qu'il est présent, pour rassurer également la population. Zelensky qui a parlé donc de massacre, de génocide, qui a à peine pu finir sa phrase tant il était ému. Il a également mentionné le fait que de telles exactions allaient remettre en cause le processus de négociation qu'on pensait pourtant avancer progressivement. Alors ici, du côté de la population, c'est une visite qui est bien perçue. De toute façon, tout ce que fait le président Zelensky globalement est très très bien reçu à l'unanimité. Je me rappelle, il y a quelques jours, c'était à Vive avec Claire Cambier, il y a cet homme qui nous disait « Moi, je n'avais pas voté pour Zelensky. Zelensky qui avait été élu à une grande majorité, plus de 70%. Je n'avais pas voté pour lui, mais tous les jours, depuis le début de la guerre, le président Volodymyr Zelensky me prouve que j'ai eu tort. Il prend les bonnes décisions et tous les gens, en fait, tous les Ukrainiens dans toutes les villes que nous avons traversées, Bénédicte, ont la même réaction, en fait, finalement. Beaucoup d'admiration pour le président Zelensky, dont la cote de popularité n'a fait qu'augmenter depuis le début de la guerre. On nous dit finalement, on met beaucoup en opposition Zelensky à Poutine. Poutine ici est détesté, est traité de menteur, de dictateur. Zelensky en revanche est érigé depuis 40 jours de guerre et désormais érigé vraiment en héros national de l'Ukraine. Solène, une question, parce que vous avez discuté bien sûr avec les habitants de Kiev où vous vous trouvez avec Claire Cambier. On imagine l'onde de choc évidemment à la découverte de ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux dans le monde entier et donc évidemment à Kiev qui n'est pas très loin finalement de Boutcha. Non, c'est à quelques kilomètres seulement. L'horreur, le choc, la dévastation, ce sont vraiment les sentiments qui prédominent ici après la découverte de ces horreurs à Boutcha et dans d'autres villes et villages aux alentours. Encore, c'est peu de le dire quand je vous dis ces mots-là. En fait, ici, quand on leur demande leur réaction à ce qui s'est passé, à ce qui a été découvert ces derniers jours aux alentours de Kiev après le départ de l'armée russe, la plupart des habitants n'ont même pas les mots pour décrire les horreurs qu'ils ont vues, notamment parce qu'il y a toutes ces photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux réactions des maires également de ces villes et villages aux alentours, des maires qui sont également, vous le savez, la cible, qui ont été également la cible des soldats russes. Eh bien,
bien. Je pense à ce maire d'Irpin, Alexander Markouchine, qui disait encore il y a quelques jours des horreurs, des morts, j'en ai vu depuis le début de la guerre, mais vraiment des scènes comme ça de désolation, de dévastation, des corps des civils enterrés à la va-vite dans les parcs et jardins, des corps sur lesquels les chars russes ont roulé. Ça, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais osé l'imaginer. Forcément, vous vous doutez qu'une telle actualité, aujourd'hui, ça fait la une des journaux, ça fait même toutes les premières pages des journaux. Pour n'en citer qu'un, je vous parlerai par exemple de The Kiev Independent qui titre ce matin des centaines de civils assassinés par l'armée russe. Forcément, ce que nous disent les habitants ici, c'est qu'ils espèrent que les Russes vont être jugés, punis au plus vite pour ces crimes de guerre, pour ce génocide. C'est en tout cas comme ça que ici on qualifie ce qui s'est passé à Irpin, à Boutcha et dans les autres villes et villages aux alentours de la capitale ukrainienne. Merci Solène, en direct avec Claire Cambier pour les images. Et on va revenir d'ailleurs tout à l'heure avec Thierry Coiffier sur cette notion de crime de guerre et voir comment la justice pénale internationale peut se saisir de tout cela. Avant de réécouter et de parler des pourparlers, parce que c'est vrai, Solène l'évoquait, ça remet en cause les pourparlers. Juste une question générale, on parlait avec Catherine tout à l'heure de la presse et de l'importance des images. Comment ça se passe sur un terrain de guerre? Est-ce que désormais les journalistes sont... considérés comme étant utiles ou pas? Certains de vos confrères nous disaient maintenant ils font partie de la guerre en fait, ils font la guerre avec nous. Il se trouve qu'effectivement au cours de ma carrière j'ai vu un changement sensible dans la façon dont les militaires considèrent les journalistes. Il se trouve qu'on a été quelquefois avec Catherine d'ailleurs sur les mêmes théâtres de crise et à l'époque on sentait bien qu'il fallait que les journalistes informent et jouent leur rôle, mais en même temps on avait comme préoccupation première la sécurité, ne pas mettre en cause la vie des journalistes et celle des soldats, et donc il y avait certaines réticences. Néanmoins ils étaient assez volontiers intégrés dans nos équipes chaque fois que c'était possible, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, il y a toujours une limite évidemment oui, bien sûr, à laquelle ne serait-ce que pour les protéger, ça demande des ressources. Donc, et puis ça peut compromettre aussi un schéma tactique qui est installé. Quelqu'un qui se met au milieu, ça peut provoquer des échanges de feu, des attaques, etc. Donc il faut, pour garder le contrôle, il faut quand même faire attention, quoi. Et il y a des équipes aussi désormais de militaires journalistes. Enfin, il y a des services qui font que on a des images. Ils sont considérés comme étant moins objectifs que les journalistes en général, ce qui est normal parce que les militaires qui sont en même temps reporters ou journalistes travaillent plutôt pour des organes de presse militaires. C'est ça, ça s'appelle le CPA. Voilà. Mais il y a très souvent quand même des journalistes qui ne travaillent pas en étant avec les armées d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on est on est des électrons libres aussi sur le terrain. Alors c'est vrai que parfois ça donne des sueurs froides à certains militaires qui se préoccupent gentiment de notre sécurité, mais c'est vrai que certaines fois il faut qu'on puisse aller dans des endroits qui ne sont pas forcément contrôlés par telle ou telle armée ou tel camp, parce que justement on sait qu'il se passe quelque chose et qu'il faut qu'on y aille pour faire notre travail qui est de témoigner de ce qui se passe. Donc par moment, très régulièrement d'ailleurs, on est seul, on n'est pas accompagné forcément de combattants, parce que aussi, si on arrive avec des combattants, après c'est très compliqué quand on veut passer de l'autre côté, parce que si on nous a vus avec des militaires d'un camp et qu'ensuite on va de l'autre côté, on peut nous assimiler très rapidement à des espions, à je ne sais quoi, et donc ça met aussi notre sécurité en péril, et il faut qu'on reste, nous, forcément indépendants sur les zones de conflit. C'est vraiment important, et c'est une garantie aussi de notre sécurité, parce que ça veut dire que sinon, si on considère qu'on appartient à un camp plutôt qu'à l'autre, on peut se faire tuer encore plus facilement. Bien donc sûr. c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais qu'il faut trouver justement. C'est Michel Scott qui me disait, en rentrant la dernière fois d'Ukraine, il me disait, pour les Russes, pour le moment, la carte de presse protège pas forcément. Voilà, on peut aussi devenir, on le sait, devenir une monnaie d'échange, on peut aussi devenir, Didier François le sait bien. La présentation des informations faites par les journalistes est aussi quelque chose de positif pour les militaires, parce que c'est un autre regard. Bien Quelquefois, sûr. c'est dérangeant, mais c'est toujours important d'avoir ce regard croisé qui permet de se faire une plus juste idée. Et puis, de l'importance des images, c'est pour ça que c'était important de parler de tout cela. Sans ces images, on n'aurait pas su ce qui s'était passé à Boutcha. Alors, je voudrais qu'on écoute le président Zelensky encore durant cette conférence de presse au sujet justement du processus de négociation qui est en cours et qui, elle le disait, Solène, depuis la semaine dernière, on se disait, il y a peut-être un début de commencement de petite avancée. Écoutez ce qu'en pense le président Zelensky désormais.
Donc il y a eu une rencontre en Turquie entre les ministres des Affaires étrangères. Ça n'a pas fonctionné. Je sais pourquoi. Plus la Fédération de Russie va traîner avec le processus de rencontre, ce sera pire pour eux et pour cette situation et pour cette guerre. Car chaque jour, lorsque nos troupes libèrent tel ou tel territoire, vous voyez ce qui se passe. C'est très difficile de parler, c'est extrêmement difficile de parler lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait ici. Sébastien Maillard, qu'est-ce qui peut se passer maintenant du point de vue des négociations? Il y a encore, ça parle encore, effectivement, notamment les ministres des Affaires étrangères qui discutent, qui tentent de trouver des terrains d'entente. Est-ce que tout est remis à zéro là? Que le dialogue se poursuive, c'est essentiel. Après, on a, depuis le début, du mal à imaginer qu'une solution soit trouvée simplement purement entre Ukrainiens et Russes directement. Sans, alors là, on a effectivement la Turquie qui aide peut-être à faire avancer les discussions. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'actuellement, là on parle bien sûr énormément depuis plusieurs jours là, de Boutcha, mais il y a aussi un retrait russe qui est en train de s'opérer sur le Donbass, donc ça peut peut-être aider les Ukrainiens à voir jusqu'où veulent aller effectivement les Russes. On a entendu que l'objectif principal c'est le Donbass et on voit qu'ils se retirent d'ailleurs, donc ça peut peut-être, au-delà des horreurs là qui ont été commises, s'il y a une armée russe qui est en train de partir en retraite, peut-être, et si c'est bien effectivement le cas, ça peut peut-être aider à progresser dans ces négociations. Mais toujours effectivement avec une médiation et un tiers parti. C'est l'Allemagne à l'instant qui dit qu'il est impossible de se passer du gaz russe pour le moment. C'est ce qu'elle dit depuis le début. Effectivement, la donne pour elle n'a pas changé du jour au lendemain. Et pour elle, en plus, le fait de prolonger par exemple les centrales nucléaires est une sorte de tabou pour le coup qu'elle n'est pas prête à lever parce que ça pourrait être une dissolution. On sait que l'Allemagne doit fermer ses dernières centrales cette année, donc elle pourrait prolonger sinon des mines de charbon. Encore une fois, ça peut se passer sur le pétrole et le charbon, mais pas sur le gaz russe actuellement pour l'Allemagne, notamment qui est sans doute un des pays les plus décisifs pour cette prise de décision et qui requiert l'unanimité. Alors, on voit toujours ces images donc, du président Zelensky, déplacement surprise évidemment du côté de Boutcha, c'est pas très loin de Kiev, c'est quelques kilomètres, Catherine. Et il est arrivé entouré évidemment d'un service de garde rapproché. On voit bien que ils ont les yeux partout, on imagine, on disait tout à l'heure, on ne peut pas être à l'abri d'un sniper qui soit resté là, bien entendu. Il va falloir que la justice internationale puisse faire son travail maintenant. Il a dit quand même, le président Zelensky, Catherine, il n'y aura pas de paix sans victoire. Donc là, c'est vrai qu'on se demande à partir de quel moment ils vont pouvoir continuer à discuter, parce qu'on a beaucoup dit la semaine dernière, quand il y a un processus de paix, dans le même temps, on maintient la pression sur le terrain, c'est normal, vous nous disiez les uns et les autres, il va continuer à y avoir des bombardements, il va continuer à y avoir des opérations militaires. C'est vrai que là, ces images-là, elles sont quand même d'une violence rare. Certains parlaient de corps d'enfants même. On a vu des corps de femmes aussi qui avaient manifestement été exécutés. Donc on a passé encore un cap dans la... aussi de femmes violées devant leur famille, etc. Mais ce que je vais dire est tout sauf cynique, mais dans toutes les guerres, il y a des atrocités et il faut quand même poursuivre sur la voie de la négociation. Alors peut-être qu'effectivement, durant un moment, il va y avoir un temps mort, si j'ose dire, concernant les négociations entre les Russes et les Ukrainiens, mais ils savent qu'ils doivent revenir à la table des négociations un jour ou l'autre. Ce qui risque d'être plus difficile, c'est que justement, pour que la décision soit vraiment démocratique, le président Zelensky avait dit que tout accord de paix serait soumis à référendum. Et c'est peut-être plus là, en fait, que la difficulté va se trouver, parce qu'on peut imaginer que les Ukrainiens complètement catastrophés, et c'est le moins qu'on puisse dire, et furieux en voyant des images comme celle de Boutcha. Est-ce que le jour où il y aura le référendum, si ça doit intervenir quand même assez rapidement, est-ce qu'ils vont voter oui à un accord de paix avec la Russie? Et à ce moment-là, s'ils disent non, ça va bloquer tout le processus. D'un autre côté, on comprendrait que la population ukrainienne n'ait pas envie de signer rapidement un accord de paix avec la Russie. Donc l'équation pour trouver la paix, c'est sûr, va être beaucoup plus difficile maintenant qu'on a vu toutes ces atrocités. Mais de toute façon, le président Zelensky, le premier, sait qu'ils retourneront à la table des négociations et qu'ils devront parler aux Russes. Parce qu'il faut bien que ce soit avec les Russes qu'on trouve un terrain d'entente. Donc ces atrocités, évidemment, elles sont épouvantables, elles sont insupportables. Enfin, et on peut trouver encore d'autres qualificatifs. Elles sont impardonnables, mais
elles ne devront pas entraver, au-delà d'un certain temps, en tout cas, les négociations pour justement arrêter ce conflit et empêcher que d'autres choses aussi cauchemardesques soient rééditées. Alors on sait qu'il y en a eu ailleurs aussi, on pense à Mythogène d'ailleurs, où on a retrouvé le corps de la mère, manifestement de son mari et de son petit garçon également, dans une forêt avec d'autres corps de civils. On peut imaginer quand même qu'il se soit passé la même chose un peu partout, et on peut se dire le jour où les caméras rentreront dans Mariupol... Détruite à 90%, vient d'annoncer le maire de la ville. Détruite à 90%. On a pu filmer à l'intérieur du théâtre, premier étage, deuxième étage. On n'est pas descendu dans les caves. Et on sait que... Enfin, on peut s'attendre aussi à des scènes similaires. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important d'essayer de répertorier un petit peu, d'avoir une plus juste vue de l'ampleur du phénomène. Parce que si effectivement ça s'est reproduit à peu près partout où les Russes sont passés, à ce moment-là, le niveau de responsabilité monte et on va aller sur la hiérarchie militaire, mais aussi inévitablement sur le président russe. Et après, alors pour... rebondir sur ce que disait Catherine tout de suite, négocier avec quelqu'un qui est qualifié de criminel de guerre, ça va devenir très difficile. Oui, c'est ça. Donc voilà, la situation, là, on est vraiment à un tournant, comme vous le disiez tout à l'heure, et des enquêtes qui vont fournir leurs résultats à plus ou moins court terme. En fonction de ces résultats, il faudra voir un petit peu quelle position les Occidentaux prendront par rapport, et puis le président Zelensky prendra par rapport à la Russie. Est-ce que ça peut engendrer éventuellement une action, alors une action, j'allais pas dire une action militaire, mais une réaction de l'OTAN, quelque chose? Est-ce que c'est la ligne rouge dont on n'a jamais parlé qui pourrait être franchie? À mon avis, ce que ça pourra faire, c'est que le renforcement en moyens militaires des Ukrainiens devrait s'amplifier pour vraiment leur permettre de défendre leur terrain, puisque chaque fois que les Russes viennent sur leur terrain, ce sont des crimes organisés ou presque. Il faut que les Ukrainiens puissent se défendre au mieux. Donc ne plus laisser les Russes pénétrer sur leur territoire. Ça veut dire leur donner davantage de capacités de se défendre, mais aussi peut-être des capacités offensives maintenant pour rééquilibrer les rapports de force et faire en sorte qu'ils aient un peu plus de mobilité pour manœuvrer eux aussi, ce qui leur manquait jusqu'à maintenant. Bien entendu. Alors il est 15h30, si vous nous rejoignez sur cette image, c'était il y a tout juste quelques instants le président Zelensky qui s'est rendu à Boutcha, c'est à quelques kilomètres de Kiev, et c'est là que l'on a découvert ce week-end des dizaines de corps de civils tués, parfois certains exécutés quasi à bout portant, c'est ce qu'il semble en tout cas. Certains avaient les mains liées dans le dos. On sait que les Russes ont quitté cette ville il y a quelques jours maintenant. La Russie assure que c'est un coup monté et qu'il ne s'agit pas d'exactions faites par l'armée russe. En tout cas, le président ukrainien, pour la première fois, a quitté Kiev pour aller sur place et rendre compte de la situation devant les caméras. C'est important, dit-il. Et maintenant, il va falloir que la justice s'en saisisse. Écoutez-le. Je pense que nous ne pouvons même pas considérer la possibilité de dire que quelque chose va manquer à l'Europe et au monde pour punir les criminels. Je n'envisage même pas cette possibilité. Nous ne le laisserons pas faire. Ce n'est pas une situation d'alliance, etc. Il s'agit des vies et les gens qui sont morts, les gens qui sont torturés, il y a des millions de preuves. Donc toutes ces histoires qui consistent à dire attendons, il y aura un tribunal, ce sera long, etc. Nous allons faire pression pour que ça soit le plus vite possible. Nous n'allons pas faire des pauses pour trouver tous les responsables. Mais vous savez, je pense que c'est aussi important pour la civilisation, parce que si nous ne trouvons pas la solution civilisée, vous connaissez nos gens, ils trouveront une autre solution. Nous trouverons une autre solution, dit-il. Il voulait, Catherine, faire un... On va en parler après parce qu'on va aller à Kiev, mais on va reparler du fait qu'il voulait mettre en place un autre genre de tribunal pour essayer de voir comment régler tout ça. On en parle dans une seconde. Je voudrais d'abord qu'on aille rejoindre Antoine Bourdarias qui nous attend à Kiev. On en parlait avec Solène tout à l'heure. Antoine, c'est la première fois qu'il quitte Kiev, en tout cas devant les caméras, évidemment. Peut-être qu'il l'a fait par ailleurs, mais c'est la première fois qu'il quitte la capitale ukrainienne, le président Zelensky.
Exactement, c'était un déplacement très important pour le président ukrainien, évidemment, face à ces images terrifiantes qu'on a découvertes depuis à peu près 48 heures désormais de ces corps qui jonchent les rues dans tous ces territoires qui ont été petit à petit libérés. Vous savez, il faut bien comprendre qu'il y a eu 2 étapes depuis quelques jours. Il y a eu d'abord vraiment le sentiment de la libération, du retrait des troupes russes, et puis derrière la découverte de ces images terrifiantes dans Irpin, dans Boutcha évidemment, avec ces images vraiment catastrophiques, ou encore à Gostomel. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que plus les heures, plus les jours passent, et plus on craint de voir ces scènes macabres se multiplier dans tous les territoires libérés à l'ouest et au nord de Kiev, c'est-à-dire sur la route du retrait des troupes russes en direction de la Biélorussie. C'est la procureure générale de Kiev qui fait le point régulièrement sur la situation. Elle a pris la parole hier dans une intervention qui a été diffusée sur quasiment toutes les chaînes de télévision ukrainiennes et qui faisait déjà état de 410 civils qui avaient été retrouvés morts dans ces territoires libérés, rien qu'à Boutcha, encore une fois, cette ville qui a été le théâtre de très violents combats et le théâtre d'extraction et de potentiels crimes de guerre commis par l'armée russe. 300 corps ont dû être enterrés dans des fosses communes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les cimetières de la ville pour ces corps. Volodymyr Zelensky, donc, qui était là cet après-midi. Il y a également le maire de Kiev qui a fait le déplacement à Boutcha hier et qui a dit directement face aux caméras des médias occidentaux: si vous ne faites rien, vous les Européens, vous aurez le sang de ces victimes sur les mains. Autre question, Antoine Bourg-Arias, vous parliez à l'instant de ces images qui étaient diffusées sur la télévision ukrainienne. Ça veut dire que ces télés ukrainiennes continuent d'émettre, que les Ukrainiens peuvent s'informer autrement que sur les réseaux sociaux ? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous le disais à l'instant en vous parlant de cette intervention de la procureure générale de Kiev, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo également de Volodymyr Zelensky, au final, toutes les chaînes de télévision ukrainiennes diffusent des informations. Mais vous avez raison de le dire, nous, on est ici en tant que journalistes avec des fixeurs, avec beaucoup de contacts qui essaient justement d'informer au maximum les médias occidentaux sur place. La plupart des informations, elles passent sur des réseaux sociaux cryptés, que ce soit WhatsApp ou que ce soit Telegram, mais évidemment, il y a encore les journaux sur Internet ou encore les chaînes de télévision qui continuent aujourd'hui à informer les Ukrainiens et qui diffusent ces images et ces interventions des officiels ukrainiens. Merci beaucoup, Antoine Bourg-Arias. Avec Adrien Hacco, depuis Kiev. Catherine, donc, le président Zelensky a dit on pourra mettre en place un procédé spécial, en fait, particulier, pour pouvoir les juger, ces Russes, si jamais la communauté internationale ne fait rien. C'est quoi ? On ne sait pas exactement ce que ce serait, mais ce serait effectivement les Ukrainiens qui jugeraient les Russes. Mais on imagine la difficulté de ce projet. Il faudrait que les Ukrainiens puissent arrêter les Russes qui sont responsables de ce qui s'est passé notamment à Boutcha. Et c'est sûr que le retentissement serait beaucoup plus fort si c'était la communauté internationale et la Cour pénale qui s'en saisissaient, parce que ça voudrait dire effectivement qu'il y a au moins toute une partie de la planète qui se trouve derrière l'Ukraine et qui dit qu'il ne faut pas laisser les tortionnaires en liberté et qu'ils doivent répondre de leurs crimes, parce que si ce sont les Ukrainiens, évidemment, ce sera toujours dans le cadre d'un conflit, alors que là, si c'est la Cour pénale internationale, ce sera vraiment au niveau de la communauté internationale. Mais les Ukrainiens disent ça justement pour que ça serve d'aiguillon à la Cour pénale internationale. Mais on sait déjà qu'il y a un des procureurs qui s'est rendu sur place à Kiev il y a déjà même 2 semaines, je crois. Donc c'était un signal fort pour dire qu'effectivement c'était un message destiné aux Ukrainiens, bien sûr, pour faire preuve du soutien, mais aussi aux Russes, pour qu'ils sachent très vite, après le début du conflit, qu'ils auraient à rendre compte de ce qui se passera. Et là, en l'occurrence, Boutcha s'inscrit dans cette dynamique de la justice. Alors, réaction justement des Russes, je vous le disais tout à l'heure, ils nient absolument être à l'origine de ces massacres. Eh bien, on va écouter Sergueï Lavrov, qui l'a évoqué il y a tout juste quelques minutes. Écoutez. Les militaires russes ont quitté cette ville le 30 mars. Le 31 mars, le maire de cette ville a déclaré solennellement que tout allait bien. Et 2 jours plus tard, nous avons vu comment dans les rues, on a organisé la mise en scène qui aujourd'hui est utilisée dans la propagande anti-russe. On a demandé la convocation urgente du Conseil de sécurité sur cette question, car nous voyons dans ces provocations une menace directe pour l'ordre mondial et la sécurité.
Menace directe pour l'ordre mondial, c'est une machination, c'est une provocation, c'est une manipulation, dit Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Alors c'est la justice qui va trancher. Sébastien Maillard, cette Cour pénale internationale, elle se saisit au nom de qui? Au nom de tous les pays? Elle se saisit seule? Comment ça marche? Elle est effectivement, les parties prenantes de cette Cour peuvent la saisir et on voit déjà, l'Union européenne d'ailleurs a décidé de soutenir directement la CPI dans cette enquête nécessaire. On l'a vu déjà à l'œuvre dans d'autres théâtres dans le passé, donc c'est nécessaire. Mais on voit bien que les Russes, depuis le début, ont un rapport non seulement au droit, mais à la vérité qui, on va dire, qui leur est propre, pour parler pudiquement. Et je ne suis pas sûr que ça les impressionne beaucoup de savoir qu'on met en œuvre tout ça. Mais ça peut peut-être quelle réalité, quelle autorité, quel respect ils accordent c'est vraiment, eux, ils sont dans un rapport de force pur. Donc, de toute façon, depuis le début, cette guerre, elle enfreigne toutes les règles de droit international. Oui. Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, on a du mal, même si nous, on essaie de rester proportionnellement et à garder une certaine gradation. C'est ça qui est le plus dur dans cette guerre avec eux, c'est qu'effectivement, ils ne connaissent absolument aucune règle et je pense aucun problème pour tordre le cou à toutes les vérités. Mais général, dans l'entourage de Vladimir Poutine, ces généraux dont on parle souvent, qui entourent Vladimir Poutine, qui sont évidemment à la vie, à la mort avec lui depuis le début, bien entendu, si eux risquent quelque chose, si eux, alors il y a déjà des sanctions, mais si en plus ils risquent quelque chose d'un point de vue pénal, ça ne peut pas provoquer quelque chose? Je pense qu'ils doivent classer les risques par priorité. Le premier, c'est pour eux de se faire soit exiler, soit pire, tuer par le président, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens qui disparaissaient assez brutalement et de façon surprenante. Après, le deuxième risque, effectivement, c'est d'être, mais ça vient derrière. C'est plus pour le moyen terme et le long terme d'être traduit devant une cour pénale internationale. Nous savons que s'il y a instruction d'un procès, ça va prendre du temps. Et donc, entre le moment actuel où on découvre ces exactions et puis le moment où elles seront jugées, ces gens-là, ils auront fait du chemin depuis. Ouais. Donc, je pense que par ordre, si vous voulez, de crainte, ils ont plus à craindre de leur président que de la CPI. Que de la Cour pénale internationale. Écoutez, le président Zelensky, quand il est arrivé tout à l'heure, il a fait une conférence de presse de quelques minutes et il a qualifié justement, lui, ce qu'il s'était passé à Boutcha et ailleurs d'ailleurs. Ce que vous voyez maintenant, c'est le génocide. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées, avec des membres coupés, des femmes violées, les enfants tués. Je pense que c'est... Il n'arrive pas à terminer sa phrase, le président Zelensky, très ému, hein. Évidemment, très ému. Alors la justice s'en est déjà saisie d'ailleurs depuis longtemps. Il est important maintenant de recueillir des preuves. Toute la communauté internationale appelle soit au génocide, soit dénonce un génocide, des crimes de guerre. Thierry Coiffier, vous avez regardé. Qu'est-ce qui peut qualifier un crime de guerre ? Alors, en droit international, les crimes de guerre regroupent, lors d'un conflit armé, toutes les attaques intentionnelles contre les civils, les infrastructures civiles, mais aussi les blessés, les prisonniers, qu'il s'agisse d'homicides, de torture ou de traitements inhumains. Voilà pour la définition. Alors tout de suite se pose la question de la preuve, parce que c'est évidemment cela qui est le plus compliqué dans ces crimes de guerre. Depuis le début de l'invasion russe, c'est-à-dire le 24 février, la procureure générale d'Ukraine travaille avec ses services justement pour recueillir ces preuves. Et puis Catherine Gentil vous le disait tout à l'heure, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête également et s'est déjà rendu en Ukraine, lui aussi, pour tenter de recueillir des preuves. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces preuves ? Dans le cas de Boutcha, les victimes vont devoir être identifiées, les causes du décès établies, et il faudra prouver que ce sont bien des civils et non pas des militaires qui auraient pu être déguisés en civils. Sur place, il faut donc collecter des rapports d'autopsie, des photographies, des prélèvements. Enfin, ça ressemble beaucoup à une enquête criminelle, j'allais dire, de droit commun. Des preuves qui vont donc devoir être préservées, c'est là tout l'important, il faut agir vite. Des témoignages qui peuvent être aussi recueillis, également les images satellites, ainsi que l'analyse des armes employées. Alors des mandats d'arrêt internationaux peuvent être délivrés contre des responsables russes et contre Vladimir Poutine, mais sachez que la Russie n'est pas un État partie de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune obligation de livrer les responsables, en tout cas les auteurs de ces crimes qui seraient jugés et condamnés, encourent la prison à perpétuité.
Merci beaucoup Thierry. Tout cela vient de la Convention de Genève, Catherine, en fait. C'est ça, elle dit quoi exactement cette Convention de Genève? C'est la protection des civils surtout ou c'est les règles de la guerre? Ce sont les règles de la guerre parce que ce sont bien sûr la protection des civils mais aussi des prisonniers de guerre. Donc quand vous faites prisonnier un soldat, vous devez quand même lui garantir justement d'être bien traité. Même, et c'est là toute la difficulté parce que vous imaginez bien que si les militaires ukrainiens arrêtent des militaires russes qui se trouvaient à Boutcha ces derniers jours, évidemment c'est difficile de leur faire comprendre qu'ils doivent justement les traiter avec tous les égards dus à un prisonnier de guerre. Donc, mais c'est effectivement fondamental et c'est pour ça notamment, vous vous souvenez qu'au début de la guerre, on voyait régulièrement des militaires russes qui tenaient des soi-disant conférences de presse où ils expliquaient qu'ils étaient là mais qu'ils ne voulaient pas l'être et qu'on les avait obligés et que c'est vrai que les Russes avaient fait du mal aux civils ukrainiens, etc. Et très vite, il y a eu un tir de barrage, si j'ose dire, d'un point de vue justement du droit international, parce qu'on a dit aux Ukrainiens qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que d'abord, nous, en tant que journalistes, on ne doit jamais relayer, on ne doit jamais interviewer un prisonnier, qu'il soit militaire ou civil, et on ne doit pas relayer ses propos, parce que par définition, il parle sous la contrainte. Et ça, c'est interdit aussi. Donc vous voyez, ça concerne aussi bien les civils, qui sont en principe absolument intouchables. On ne doit jamais s'en prendre à un civil dans une zone de guerre. Après, effectivement, la question se pose parfois de militaires qui s'habillent en civil justement pour essayer d'échapper à leurs ennemis. Mais en tout cas, qu'on soit militaire ou civil, dans une guerre, on a des droits. Et le droit qui doit être respecté, c'est justement qu'il soit bien traité et qu'il ne soit jamais pris pour cible d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai vu que la Convention de Genève avait été créée en 1859 après la bataille de Solferino, en Crimée. Donc. Oui, mais surtout c'était en Crimée, par Henri Dunant qui a été révolté par le sort des blessés. C'est vrai que on voit le miroir que ça nous renvoie évidemment avec ces atrocités commises à Boutcha. Et d'ailleurs, on est en direct avec Katerina Ukrentseva. Bonjour madame, vous êtes membre du conseil municipal de la ville de Boutcha. Merci beaucoup, merci d'être en ligne avec nous. J'imagine évidemment l'état dans lequel vous devez être, vous et vos compatriotes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu ? Il n'y a pas que ce que nous avons vu, nous avons vécu dans cela. Cela fait longtemps que nous hurlons, nous crions pour qu'on nous vienne en aide. Après la déoccupation de la ville, les journalistes ont pu venir, mais seulement après et voir de leurs propres yeux. Mais de fait, depuis les premiers jours de l'occupation, Boutcha a été en partie occupée dès les premiers jours de la guerre, depuis le 26-27 février. Depuis l'aéroport de Gostomel, les paras ont commencé à entrer dans la ville de Boutcha, à nous encercler, et les habitants de notre ville, depuis fin février de cette année, se sont retrouvés encerclés, bloqués par les occupants russes. En réalité, l'occupation totale de la ville depuis le 5 ou 6 mars, les atrocités qui ont été commises, nous ne les voyons pas toujours, mais les gens nous rapportaient cela par tous les moyens, par téléphone qui était difficilement accessible, par Internet, par photo. Les gens nous disaient qu'ils n'avaient plus rien à manger, qu'ils étaient détenus dans les caves, que les gens commencent à disparaître. Nous en parlions par tous les moyens. Nous essayons de faire diffuser cette information depuis longtemps. Donc pour moi, ce qu'on a découvert maintenant n'était pas une découverte pour moi. Ce qu'on a découvert, les photos, ce n'est que la preuve de tout ce que nous disions depuis des semaines en suppliant de sauver Boutcha. Quel est notre sentiment aujourd'hui? Nous voulions que ces victimes soient évitées. Nous ne voulions pas que Boutcha se retrouve soumise à une occupation et un blocus aussi sévère. Nous sommes extrêmement en colère. Ce ne sont pas des soldats russes. Je ne les appellerai même pas les militaires russes. Ce sont des criminels qui sont entrés
dans le cadre d'un groupement militaire armé, criminel. Les organisateurs et les commanditaires de ce crime, de ce génocide du peuple ukrainien, c'est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et nous devons appeler les choses par leur nom. Excusez-moi. Par conséquent, ce que nous ressentons tous, c'est une détresse, une douleur, mais aussi le désir de se battre jusqu'au bout, d'obtenir la victoire complète, en récupérant les frontières ukrainiennes d'avant 2014, les frontières de 91. C'est ça notre victoire. Katerina Ukrentseva, une question. On a entendu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dire « On est parti le 30 mars, le maire est arrivé dans Boutcha le 31 et a dit « Tout va bien ». Vous avez l'occasion de lui répondre, justement. Je n'ai pas de mots. Le 30 mars, qui est parti? La Fédération de Russie? Les Russes sont restés dès fin février et l'occupation complète a eu lieu le 6 mars. Et tout ce temps, ils ont quitté le 31 mars et dans les rues, pendant tout ce temps, la rue Yablinska notamment, où étaient stationnés les véhicules militaires russes, cette rue était jonchée de cadavres. Nous en étions informés dès le début de l'occupation. En tant que député qui administre cette rue, je recevais les appels des gens qui demandaient de récupérer ces corps. Les gens suppliaient « Qui va nous sauver ?» Des dizaines de corps sont dans cette rue Yablinska, mais les occupants russes ne nous laissaient pas d'enterrer ces corps. De quoi pourrons-nous parler? Il y a énormément de témoignages là-dessus. Il y a des gens qui n'ont pas vécu jusqu'à la libération, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour témoigner. Il y a des gens qui sont partis entre-temps. Ils vont revenir chez eux et ils vont témoigner. Et ils diront très clairement quand, à qui, dans quelles circonstances ça s'est passé. Les Ukrainiens, les habitants de Boutcha qui vont revenir en Ukraine lorsque ce sera possible et sécurisé, ils témoigneront de tout cela. Et les paroles du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ce n'est pas une provocation, c'est un mensonge éhonté qui est diffusé dans le monde entier. C'est le seul commentaire que je puisse vous donner sur le sujet. Est-ce que ces victimes et ces dizaines de corps retrouvés donc, et qui jonchent les rues, comme vous me le disiez à l'instant, est-ce que désormais ils vont pouvoir être enterrés, leur rendre une dignité à ces hommes, ces femmes et peut-être parfois ces enfants qui sont morts? Vous savez, notre société est partagée en deux. Les uns pensent que publier ces photos viole le droit à la vie privée, à la vie personnelle de ces familles dont les membres, dont les proches sont diffusés dans le monde, et que c'est leur malheur et que ce malheur est décuplé lorsque la photo d'une personne qui a péri dans ces conditions est diffusée dans le monde entier. D'autre part, nous sommes conscients que le monde doit connaître la vérité et que si le monde ne voit pas ces tortures, ces victimes aux mains liées dans le dos avec les balles tirées dans la nuque, toutes ces exécutions qui ont eu lieu depuis début mars, je vais personnellement témoigner lorsque moi, avant même le départ des occupants russes, on m'a transmis des photos des gens qui ont été torturés à Boutcha, chez nous, lorsque la personne criait « Je ne dirai rien, gloire à l'Ukraine ». Et après cela, on retrouve cette personne étranglée et enroulée de scotch. Lorsque les gens m'envoyaient des photos des documents de citoyens ukrainiens, donc des pièces d'identité,
en demandant qui va pouvoir récupérer ce corps pour enterrer. Malheureusement, au temps de l'occupation, on ne pouvait pas prendre ce risque. Dernière question. Non, je vous en prie, vous inquiétez pas. Juste une dernière question rapidement. Le processus de négociation, il va pouvoir se poursuivre malgré tout ou pas? Avec la Russie? Oui. Je vous ai perdu. Vous voyez, avec la Russie, je ne comprends pas de quoi pourrons-nous parler. Je suppose que les pourparlers pourraient ne concerner qu'un sujet, la reconnaissance pleine et entière par la Russie de ses crimes et les réparations. C'est la seule voie possible aujourd'hui. Le monde entier doit condamner Poutine et Poutine doit porter une responsabilité personnelle parce que c'est un criminel. On ne fait pas des pourparlers avec les criminels. C'est mon opinion. Merci beaucoup, Katerina Ukraintseva, membre du conseil municipal de Boutcha. Merci infiniment. Les pourparlers ne doivent pas avoir lieu avec un criminel, nous dit-elle. Merci infiniment. On fait une courte pause, on revient tout de suite.